Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec la ministre de la Santé, professeure Claudine Lougué. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Emmanuel. Une émission qui se tient depuis Tenkodogo, en marge de la caravane PNDS, et que j'ai le plaisir de conduire en compagnie de mon confrère Stéphane Kodjo Aïk-Bagnon de la radio Liberté de parler et de communiquer LPC Tenkodogo. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Emmanuel. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Alors, comme vous l'avez vu la dernière fois à Koudougou, ici également, nous avons un public composé de jeunes de Tenkodogo et qui ne fera pas que assister à cette émission puisque nous allons donner la parole à certains d'entre eux au cours de l'émission pour poser directement des questions à la ministre. Voilà, le décor est planté et tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet avec une question, en tout cas d'actualité, qui trouble le sommeil des Burkinabés, mais aussi de la plupart des terriens depuis décembre 2019. Il s'agit bien sûr, Stéphane, de la maladie à coronavirus. Oui, Emmanuel, tu fais bien de le dire. Madame la ministre, coronavirus au Burkina Faso. Aujourd'hui, quelle est la situation? Merci beaucoup, Stéphane. Et nous sommes à plus de 1300 cas. Et nous sommes à 55 décès. Et la plupart des décès ont eu lieu dès le début de la maladie. Et nous sommes à environ, à plus de 100 cas actifs suivis en ce moment. Et nous assistons également nous avons assisté à une recrudescence des cas à partir de mi-avril et une petite remontée quand on a ouvert les corridors humanitaires à l'aéroport et ensuite une chute, une évolution, j'allais dire, en dents de scie. Et avec les perspectives d'ouverture des frontières, surtout les frontières aériennes, nous avons pris des mesures pour pouvoir dépister ceux qui rentrent sans test. Et nous nous préparons également dans la perspective d'ouverture des frontières terrestres. Alors, Madame la ministre, en attendant donc d'en arriver là, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la maladie à coronavirus est sous contrôle au Burkina? Et je me méfie des questions directes comme ça, parce qu'au début de la maladie, au sorti du Conseil des ministres à l'adoption du premier plan de riposte, j'ai dit que le Burkina était prêt. Ça créait des polémiques. En fait, le Burkina était prêt parce que le Burkina avait son plan de riposte. Mais on n'a pas dit que le système de santé du Burkina était prêt. C'est parce que le plan de riposte était prêt. Parce que quand il y a une épidémie, il faut élaborer et opérationnaliser un plan de riposte. Mais ce plan doit intégrer quand même les capacités également au niveau de la prise en charge, je me dis. Toutes les épidémies ne se ressemblent pas. Donc les ripostes ne sont pas identiques. Et il s'agissait d'une nouvelle épidémie que personne ne connaissait, qu'on a passé le temps à découvrir au fur et à mesure. Donc, dire que nous maîtrisons, en tout cas le taux de reproductivité est en dessous de 1 en ce moment. Et quand c'est en dessous de 1, on a moins de sueur froide. Donc, je ne peux pas dire totalement que la maladie est sous contrôle, mais en tout cas, notre taux de reproductivité est en dessous de 1 en ce moment. D'accord. Madame la ministre, dans la lutte contre la maladie à coronavirus dans notre pays, votre département a mis en place des centres de prise en charge avec en première ligne l'hôpital de Tenganugo. Alors, aujourd'hui, quel est le dispositif au-delà de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou que nous connaissons? Avant de continuer dans l'évolution de la réponse à cette question, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont intervenu au cours de la riposte. Et il s'agit, j'allais dire, de tout le peuple burkinabé, parce que dès les premiers instants, le chef de l'État lui-même s'est approprié la lutte, ainsi que le chef du gouvernement qui dirige le comité national de riposte. Et la population burkinabé et les amis du Burkina se sont appropriés la lutte contre la maladie en répondant à l'appel à la solidarité de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Les agents de santé ont mouillé le maillot, comme on dit. Et parmi ces agents de santé, il y en a qui ont rencontré la maladie dans le cadre de leurs fonctions. En tout cas, je rends grâce
parce qu'il n'y a pas eu de décès parmi les agents de santé. Et donc, c'est pour moi le lieu de les remercier pour leur engagement, leur courage, leur don de soi, pour qu'on arrive à ces résultats préliminaires qui font qu'on cite souvent le Burkina comme un exemple dans la riposte contre la COVID-19. Mais ce n'est pas le travail seulement du ministère, c'est le travail de tout un ensemble, de l'ensemble du pays, du gouvernement qui a été courageux en prenant dès le départ des mesures fortes de restriction de liberté qui permettaient de réduire la transmission de la maladie. Donc, vraiment, je voudrais saisir l'occasion pour dire merci à tout le monde. Et que dire de vous? Parce que vous avez été là. Vous avez été là pour porter les messages. Les communicateurs ont été là, les organes de presse ont été là pour porter le message là où il fallait, pour requérir l'adhésion de tout le monde, pour requérir l'engagement communautaire. Donc, vraiment, je saisis l'occasion pour remercier tout le monde dans cette lutte contre la COVID-19. Donc, dès le départ, c'est vrai, nous avons eu à réquisitionner un hôpital parce que les services de maladies infectieuses que nous avons, qui ne sont des services de maladies infectieuses que de nom, parce que nous assistons à une évolution et, j'allais dire, une transition épidémiologique qui fait que les maladies infectieuses n'étaient plus les premières en tête de liste des causes de mortalité et de morbidité. Et donc, du coup, les services de maladies infectieuses n'étaient pas des services conçus pour contrer des maladies à transmissibilité très, très élevée comme la COVID-19. Et donc, très tôt, comme on n'avait pas de place, on a réquisitionné un bâtiment de l'hôpital Tengango, puis on a réquisitionné même l'hôpital immédiatement après. Mais aujourd'hui, nous évoluons vers ce qu'on dit la dévolution. Donc, ce n'est plus... Aujourd'hui, par exemple, dans un CSPS, on a les capacités de faire face à la maladie? Les CSPS ont été formés, tout le monde a été formé pour pouvoir faire face à la maladie et des conseils ont été donnés pour qu'il y ait des sites d'isolement au cas où on serait confronté à gérer la maladie. Mais c'est surtout, nous avons insisté sur les points d'entrée. Les points d'entrée terrestres, nous avons insisté pour qu'il y ait des sites d'isolement pour ces maladies-là. Et sur l'ensemble du territoire, notre souhait, c'est de voir toutes les structures gérer la maladie et nous sommes à l'opérationnalisation de notre stratégie de dévolution. Une stratégie a été élaborée et nous sommes à l'opérationnalisation de cette stratégie pour que toutes les formations sanitaires puissent gérer la COVID-19. C'est une dévolution. Donc, dans la dévolution, il y a une notion de progressivité. Nous ne faisons qu'accompagner les agents de santé et les structures, les formations sanitaires pour que cette dévolution réussisse. Et donc, nous encourageons les agents de santé vraiment à s'engager, maintenant qu'on connaît plus ou moins la maladie, pour que cette évolution soit une réalité. Merci, Madame la Ministre. Au début, le taux de mortalité donc, au Burkina Faso était plus inquiétant, mais aujourd'hui, les dernières semaines montrent qu'en fait, il y a eu une diminution. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Et comme je vous le disais tantôt, au début, on ne connaissait pas très bien la maladie. Le monde scientifique ne connaissait pas très bien la maladie. Mais quand on a évalué les causes de décès de nos 55 patients, on s'est rendu compte que la plupart des décédés étaient des sujets âgés de plus de 60 ans. C'était des patients qui avaient des comorbidités. Hypertension artérielle, insuffisance rénale, et obésité, diabète surtout. Et donc, l'âge et les comorbidités étaient liés au taux de décès élevé parmi nos patients. Est-ce que le protocole de prise en charge a évolué? Non, nous n'avons pas jugé bon changer le protocole de prise en charge parce que ce protocole, de toute façon, on le savait, intervenait surtout dans les cas pas sévères pour empêcher l'évolution vers la sévérité de la maladie. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à des cas polysymptomatiques, c'est-à-dire avec très peu de symptômes ou bien des cas sans symptômes, et on met le traitement pour vraiment empêcher l'évolution vers des cas. Tout à fait, la chloroquine plus l'azithromycine, qui est un antibiotique. Alors, Madame la Ministre, à quand même le dépistage massif
Parce qu'on voit que dans d'autres pays, c'est la stratégie qui a été adoptée, dépister massivement, suivre. Ici, ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Et puis, est-ce qu'on s'oriente vers cela? C'est vrai qu'au début, on disait que nous ne dépistions pas assez. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup de cas. Mais nous sommes partis. Il y a des jours où on dépiste 100 personnes. Et je dis 100, 1000, pardon, 1000, je dis bien 1000. Et une fois, on a dépisté jusqu'à 1300 personnes. Mais le taux de positivité reste variable autour de 2 jusqu'à 10. Et donc, ce n'est pas lié au taux de dépistage, mais c'est lié aux mesures fortes que nous avons prises dès le départ, avec l'engagement de tous. Je voudrais vous rappeler que dès le 13, c'est la communauté des religieux, des coutumiers, qui ont même demandé la fermeture des lieux de site. Ce n'est pas le gouvernement, c'est l'engagement communautaire, l'engagement de ces responsables religieux-là qui a fait qu'on a pu circonscrire un peu l'évolution de la maladie. Donc, comme je le dis, c'est le lieu de remercier toutes ces personnes qui se sont engagées, qui nous ont reçus, qui ont demandé à ce qu'on leur explique quels sont les modes de transmission. Et à partir des modes de transmission, ils ont pris leurs responsabilités citoyennes et ils nous ont accompagnés. Aujourd'hui, on a envie également de savoir quel est le dispositif aujourd'hui pour la quarantaine, si on peut l'appeler ainsi. On a vu qu'au début, il y a eu beaucoup de difficultés, notamment donc dans l'isolement des cas suspects. Aujourd'hui, quel est le dispositif qui est mis en place? C'est vrai, dès le départ, nous avons eu des problèmes parce qu'il fallait arrêter la chaîne de transmission. Arrêter la chaîne de transmission voulait dire d'isoler les patients qui étaient contrôlés positifs. Enfin, les personnes qui étaient contrôlées positives pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Mais avec l'évolution de la maladie, bon, le monde scientifique dit que ceux qui sont aussi symptomatiques ne sont pas contagieux, mais nous continuons avec notre dispositif. Et notre dispositif a évolué. Et c'est vrai qu'au début, on les isolait à l'hôpital quand ils avaient des signes, même quand ils n'avaient pas de signes. Et après, quand ils n'avaient pas de signes, on est passé à l'isolement à l'hôtel. Mais aujourd'hui, on évalue le milieu de la personne contrôlée positive. Si le milieu permet d'éviter la contagion des autres membres de la famille, si la personne est compliante, si la personne collabore, on garde la personne dans son milieu et puis on suit l'évolution. Jusqu'à présent, vraiment, quand il y a des foyers, on essaie d'aller contrôler ces foyers et puis on essaie d'éteindre les grappes. Le dernier foyer que nous avons eu à contrôler, c'était à Combisserie, où il y avait des personnes qui étaient atteintes et on a essayé d'isoler, de contrôler et de désinfecter le foyer. Et jusqu'à présent, donc actuellement, il n'y a pas de site de quarantaine identifié de façon précise? Pour le moment, nous n'avons pas identifié de site de quarantaine de façon précise parce que la nécessité ne s'est pas fait sentir. Mais nous avons pris des dispositions pour avoir quand même un site au moment où si la nécessité devait se faire sentir. Madame la ministre, la gestion de la maladie à coronavirus a connu de nombreuses insuffisances, notamment dans la communication et surtout l'implication donc du personnel soignant, y compris leur prise en charge. Où en est-on aujourd'hui? Je vous remercie pour cette question. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et nous sommes des humains. C'est vrai que dans notre gestion, il y a eu des insuffisances que nous avons cherché à combler au fur et à mesure, à corriger au fur et à mesure. Si nous étions restés sur nos insuffisances, c'est cette chose qui allait être, cette attitude qui allait être condamnable. Mais nous avons corrigé au fur et à mesure nos insuffisances pour pouvoir aller vers ce qui est bien, qui est au mieux pour tout le peuple burkinabé. C'est vrai, il y a eu des problèmes de prise en charge et que nous avons essayé de corriger au fur et à mesure, en tenant compte des textes réglementaires qui existent dans le pays. Au début, c'était l'urgence. Nous avons agi en urgence et aujourd'hui, nous avons besoin de tout recadrer pour être dans le même sens et respecter les règles de la gouvernance vertueuse. Madame la ministre, à une certaine période, beaucoup même ont dit que la ministre devait démissionner parce qu'il y a eu des polémiques autour de ceci, cela, autour des décès imputés à la maladie à coronavirus. D'aucuns disaient que ce n'était pas le cas. Alors, à titre personnel, comment vous avez vécu cet épisode? Et puis, est-ce que vous avez eu envie à un moment donné de laisser tomber ou de rendre le tablier? Et je ne suis pas du genre à abandonner lorsque c'est dur. On a l'habitude de dire que quand c'est dur, c'est le dur qui avance. Je ne suis pas une dure, mais je ne suis pas du genre à abandonner.
j'ai été appelée dans un gouvernement par un chef de gouvernement. Si à un moment donné, le chef du gouvernement avait estimé que j'étais incapable de gérer et qu'il m'avait demandé de rendre le tablier, je l'aurais fait. Mais de moi-même, c'est trahir la confiance qui a été placée en moi. Je n'abandonne pas parce que je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour les autres. C'est ce qui me motive et ce qui m'encourage à faire mieux. J'aime donner pour l'autre. J'aime donner pour satisfaire l'autre. Et donc, quand c'était dur, je me suis dit, il faut te battre davantage. Et les pauvres, c'est le lieu de demander, de présenter plus ou moins mes excuses. Et sincèrement, mes excuses à mes collaborateurs. Je les faisais travailler tous les jours, de 8h à 23h, minuit, pour pouvoir dire, hier, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut revoir. Et j'ai l'habitude de leur dire, pour moi, l'eau qui est versée, on ne peut pas ramasser. Mais faisons en sorte que le récipient ne s'incline plus. Et si vous rendez un service à 10 personnes, si parmi les 10 personnes, il y a une seule personne qui dit « je ne suis pas satisfaite », il faut voir les éléments, étudier les éléments d'insatisfaction de la seule personne. Donc, quand les Burkinabés disaient « c'est insuffisant, c'est pas bien », nous, on allait décortiquer les éléments d'insuffisance pour aller de l'avant. C'est ça qui nous a fait tenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez trouvé la bonne formule? Je n'ai pas l'habitude de m'auto-féliciter. C'est le peuple burkinabé qui verra si on a trouvé la bonne formule ou pas. Mais ce que nous savons, mon équipe et moi-même, nous continuons à mouiller le maillot parce que tous les jours, il y a des insuffisances qui sont dénoncées et nous continuons à mouiller le maillot. Depuis que je suis ici, je travaille avec EG, avec toutes les équipes pour qu'on essaie de résoudre des problèmes de tests de voyageurs. Et donc, pour vous dire qu'on ne dort pas, on ne dort pas sur nos deux lauriers en disant « ça y est, on a fait ça ». Non, 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 on veut aller de l'avant pour le peuple burkinabé. Mais aujourd'hui, Madame la Ministre, vous l'avez dit, vous travaillez tous les jours, mais on sent quand même un relâchement dans le respect des mesures barrières. Ici, sur ce plateau, nous respectons les mesures de distanciation dans le public également. Mais il suffit de faire un tour dehors et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est comme si la maladie était derrière nous. Et du côté également des autorités, on se rend compte qu'il n'y a plus de mesures de coercition. Est-ce qu'aujourd'hui, le plus dur est derrière nous et puis bon, on n'a plus besoin de serrer un peu les boulons en la matière? Je compte sur vous, comme ça l'a été dès le départ. Je compte sur les organes de presse, je compte sur les communicateurs pour que l'engagement communautaire soit toujours réel et soutenu. Souvent, on vient en mettant la main. Je dis, n'oubliez pas que je suis la ministre de la Santé et que je ne dois pas serrer les mains. Les Burkinabés, pour se toucher, on est en Afrique, hein. Pour se manifester l'affection, il faut qu'on se touche. Comme on ne doit pas se saluer, les Burkinabés ont inventé le tampon. Et la DCPM du ministère de la Santé, dans les affiches, les flyers, a bien mentionné que se faire tampon, c'est interdit. Mais les Burkinabés le font. Moi, je donne le coude, comme dès le départ. Parce que l'idéal, c'est de ne pas se toucher. Bon, on constate le relâchement. Je ne peux que demander votre accompagnement, votre appui pour rappeler aux Burkinabés que la maladie existe. Vous savez, le port obligatoire qui a été institué, cette mesure n'a pas été levée. Donc, il faut que les Burkinabés sachent que le port obligatoire du masque est une mesure qui demeure et qu'ils doivent porter le masque quand ils sont en public. Ils doivent porter le masque quand ils sont dans une enceinte où il y a beaucoup de gens. Donc, vraiment, moi, je compte sur vous pour dire aux Burkinabés que, et surtout vous qui êtes à Tankodougou, plusieurs fois on me dit, ah non, la maladie c'est chez vous à Ouaga. À Tankodougou, il n'y a rien. S'il y a un cas qui est suspect à Garango, c'est que la maladie peut arriver ici. Et rien qu'hier, je disais à une personne justement qui me disait, il n'y a pas la maladie ici, salut moi. Je dis, la maladie peut venir à tout moment. Donc c'est une maladie qui voyage. Merci. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt, on le sait. L'année écoulée a été perturbée par la maladie à coronavirus. Et cette année, que compte faire donc le ministère de la Santé pour protéger les élèves et le corps enseignant donc, de cette maladie? Et nous sommes comme dès le début, parce que pour organiser les examens, il a fallu que nous menions des concertations avec le ministre Ouaro du MENA PLM. Et nous sommes toujours en concertation.
Il y a eu des masques qui ont été confectionnés. J'espère que ces masques j'ai foi que ces masques vont servir à la rentrée et que tout le monde va continuer. Bon, avec les enfants, c'est difficile, mais on va essayer de sensibiliser les plus grands pour qu'on puisse éviter que l'école ne soit un lieu de propagation de la maladie. Alors, Madame la ministre, on va évoquer un autre aspect, la prise en charge des autres maladies. Il n'y a pas que la maladie à coronavirus, mais on a l'impression aujourd'hui que cette maladie a éclipsé tout le reste. Alors déjà, est-ce qu'on peut savoir quel a été l'impact de cette maladie-là sur les autres programmes santé? C'est vrai, la COVID a engendré une psychose générale. Psychose au sein des populations qui avaient peur d'aller à l'hôpital, d'utiliser les formations sanitaires pour ne pas se faire contaminer. Et donc, du coup, il y a des services qui ont été discontinués. Mais nous avons, dès le mois d'avril-mai, élaboré une stratégie de continuité de soins au niveau des formations sanitaires avec des directives pour protéger le personnel, pour recevoir le personnel. Et ça commence à aller, les activités commencent à reprendre. Mais c'est vrai qu'il y a eu des domaines où la continuité de soins a été très, très marquée. Et je vais parler des services de planification familiale, mais il y a des domaines où nous avons pu continuer à réadapter nos stratégies. Par exemple, dans la lutte contre le paludisme, la stratégie de chimioprévention du paludisme saisonnier, nous avons intégré la COVID-19 et nous avons pu aller vers la cible et sans exposer cette cible-là et sans exposer les mamans. La vaccination a pris un petit coup parce que la stratégie avancée, nous n'avons pas pu la poursuivre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de tout reprendre, d'autant plus qu'on a découvert des cas de polio sauvage. Il fallait développer la stratégie vaccinale très très tôt. Vraiment, on est en train de reprendre avec la stratégie de continuité des soins. On peut considérer que la maladie a détérioré la fréquentation des centres de santé aujourd'hui? Pas totalement. Je ne vais pas être aussi pessimiste. Il y a des services de santé qui n'ont pas pu être assurés, mais les urgences quand même ont pu être assurées. Il n'y a pas eu, à moins que ça, il n'y a pas eu de catastrophe en matière de prise en charge et de certaines urgences, mais il y a des services de santé quand même qui ont été perturbés, comme je vous l'ai dit, la planification, la vaccination. Et du reste, la communauté internationale a attiré la sonnette d'alarme et nous sommes en train de recentrer en intégrant les mesures barrières, les mesures de protection pour pouvoir continuer. Alors, Madame la ministre, l'un des projets les plus attendus par la plupart du Burkinabé, c'est ce centre de cancérologie, parce que le cancer est devenu un problème de santé publique, annoncé depuis de longues dates, toujours attendu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le centre de cancérologie poursuit son bonhomme de chemin. Nous attendions l'ouverture du centre de radiothérapie, des deux centres de radiothérapie. Il y a un centre de radiothérapie qui est prêt à être ouvert, à être fonctionnel. Et il devait être fonctionnel depuis le mois de mai, le centre de radiothérapie de Bogdogo. Et le centre de radiothérapie, le service de radiothérapie du centre de cancérologie de Tengango également. Les machines sont là, mais il fallait que le technicien, l'expert vienne les installer. Et avec la COVID-19, on n'a pas pu le faire à temps, mais ce n'est que partie remise. Et on espère que d'ici, avant la fin 2020, un des centres au moins pourra être fonctionnel. Et je vous apprends également que grâce au leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré, nous avons eu un autre financement pour ouvrir un autre centre de radiothérapie à Bobo-Dioulasso. Et les spécialistes, parce que c'est bon d'avoir un centre, mais il faut aussi avoir des spécialistes. Et là également, manifestement sur le terrain, le Burkina Faso est en retard. On a très peu de spécialistes aujourd'hui, des cancérologues par exemple. Et vous savez, en matière de cancérologie, il y a plusieurs types de spécialisations. Il y a les cancérologues chirurgicaux, ils sont là. Il y a les oncologues médicaux, ils sont là. Il y a le personnel de radiothérapie, le personnel de soutien est en formation. Les radiothérapeutes également, il y a un certain nombre en formation. Il y avait un seul qui était déjà là par manque de services pour exercer son métier. Il est parti accompagner d'autres pays à ouvrir leurs services, mais il est prêt à revenir.
on se dit que, en tout cas, je ne perds pas espoir que d'ici là, on pourra avoir le nécessaire pour faire fonctionner les services de radiothérapie. D'accord. Madame la ministre, aujourd'hui, la maladie à coronavirus ne cesse de prendre de l'ampleur. Quelle politique pour réduire donc son incidence? Je vais parler donc de la prévention et de la prise en charge de la maladie cardiovasculaire. Nous sommes en train de... La maladie cardiovasculaire a toujours été bien prise en charge. Nous avons des cardiologues, nous avons en tout cas des spécialistes chargés de gérer la maladie cardiovasculaire. Mais avant tout, il ne faut pas laisser la maladie s'installer. Nous sommes un ministère chargé, nous sommes un ministère chargé de la promotion, de la prévention, des soins curatifs et de la réadaptation. Parce que les conséquences de la maladie cardiovasculaire nécessitent qu'on fasse une réadaptation dans la société après la maladie. Donc nous insistons beaucoup sur la prévention et nous invitons tout un chacun à suivre les recommandations du ministère de la Santé en matière de prévention de ces maladies dites non transmissibles. Nous sommes en train de développer le CHU Tengango comme un pôle d'excellence en matière de prise en charge de maladies cardiovasculaires. N'eût été la COVID-19, je pense que le service d'endoscopie, le service de coronarographie aurait été totalement installé. Il y a déjà eu des interventions cardiaques au niveau de CHU Tengango avant la survenue de la COVID-19. Et il y a des missions avec lesquelles le CHU Tengango travaille pour pouvoir prendre en charge ces maladies cardiovasculaires qui, du reste, constituent une part importante de nos évacuations sanitaires hors du pays. En tout cas, le Burkina Faso travaille, le gouvernement travaille à faire en sorte que toutes ces maladies, les maladies cancéreuses, les maladies cardiovasculaires, on dirait que vous avez fait exprès de poser ces questions parce que ce sont ces maladies qui grèvent le budget des évacuations sanitaires. Nous travaillons en sorte à faire en sorte que ces maladies puissent être prises en charge au niveau du Burkina Faso. Les compétences sont là. Les plateaux techniques restent à être améliorés et je pense qu'on pourra s'occuper de ces maladies. Madame la ministre, je l'ai annoncé en début d'émission, nous avons donc face à nous un public constitué de jeunes de Tenkodogo et nous allons permettre à certains d'entre eux de vous poser directement leurs questions, à commencer par Tarnagda Albert. Madame la ministre, on vous remercie pour votre présence, en tout cas parmi nous. Et nous voyons à Tenkodogo des dysfonctionnements notoires au niveau du CHR de Tenkodogo. Et il y a des moments de remue-ménage entre effectivement le personnel et à quand et sera la fin. La récréation va sonner en tout cas pour un fonctionnement normal et sérieux de notre CHR ici à Tenkodogo. Madame la ministre. Je peux dire que je connais le problème du CHR de Tenkodogo puisque j'ai été un maillon qui a intervenu avec un certain nombre de professeurs de la région pour résoudre un peu un problème entre la population et puis le CHR de Tenkodogo. Et depuis ce temps, je suis l'évolution des choses. Et le DG peut le confirmer. Nous sommes toujours en contact pour faire améliorer les choses. Vous savez, quand des activités doivent être gérées par des humains, il y a toujours des insuffisances. Et j'ai demandé qu'il y ait, vous savez, le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique de redevabilité. Et les unités de service à la clientèle sont des services qui ont été installés au ministère de la Santé et au MENA pour pouvoir tenir compte des insatisfactions des clients et également tenir compte de leurs recommandations pour améliorer un peu les choses. Et le service est en passe d'être installé au CHR de Tenkodogo. Le CHR de Tenkodogo a étoffé son personnel en médecins spécialistes. Parce qu'avant aussi, on reprochait au CHR de ne pas avoir assez de médecins spécialistes. Il y a des insuffisances, certes, mais nous travaillons
avec le DG à corriger ces insuffisances-là. Insuffisances liées à une discontinuité des soins dans certains services, insuffisances liées à autre chose. Bon, il est reproché au CHR, aux agents du CHR, et des actes j'allais dire de corruption. Mais s'il y a un corrupteur, c'est qu'il y a quelqu'un, s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur à côté. Donc nous avons demandé que la population nous accompagne. Si la population peut dénoncer, si la population peut participer à nos côtés en utilisant les unités de gestion à la clientèle, je pense que beaucoup de choses peuvent se faire. Mais à côté de certains agents indélicats, je peux dire que la majorité des agents du CHR sont des gens qui se donnent pour que les services de santé de qualité soient dispensés à la population du Centre-Est. Awa Salambanga. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir, Awa. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, on constate un léger rebond de la maladie à coronavirus. Qu'est-ce qui explique cela? Merci beaucoup, Awa. Et c'est vrai, nous avons eu ces temps-ci à faire face à des cas, soit dits importés, parce que c'est des personnes qui venaient de l'extérieur avec la maladie. Mais depuis que nous avons entamé le processus d'ouverture des frontières par le gouvernement, nous avons exigé que les gens rentrent avec un test Covid âgés de moins de 5 jours. Et ceux qui n'avaient pas leur test Covid valide devaient faire le test à l'aéroport. Nous avons utilisé le test rapide pour screener rapidement, faire le tri entre ceux qui sont susceptibles d'être infectés et ceux qui ne l'ont pas, sachant qu'ils ne le sont pas, sachant que le test diagnostic de certitude, c'est surtout, je dis certitude entre griffes parce qu'il y a également des cas on ne peut pas dire que c'est totalement à 100%. Et donc, le test de certitude, c'est la PCR, la RT-PCR. Et donc, nous faisons le prélèvement pour la PCR et pour le diagnostic rapide. Il nous est reproché d'avoir le test le plus cher de la sous-région. Et en tout cas, une disparité. Mais nous ne vendons pas le test. C'est un prix pour dissuader. C'est un prix dissuasif. Alors, Madame la Ministre, on va poursuivre avant de retrouver un peu plus tard le public. À présent, on évoque la question de la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. C'est l'une des mesures phares depuis donc 5 ans pratiquement. Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui de cette opération? La gratuité des soins intéresse les enfants de 0 à 5 ans avec un panier composé d'une gratuité de la consultation, une gratuité des hospitalisations, une gratuité des interventions chirurgicales, une gratuité des examens de laboratoire, examens d'imagerie, radio, écho, et examens de laboratoire, exploration fonctionnelle, une gratuité des évacuations en interne sur le territoire national et même hors du pays, mais comme hors du pays, ça intéresse tout le monde, et une gratuité des médicaments. Si je me résume, il y a au moins 6 services offerts dans le même panier pour les enfants de 0 à 5 ans. Pour les femmes enceintes, c'est la gratuité des accouchements, la gratuité du suivi de la grossesse, c'est la gratuité des césariennes, c'est la gratuité des dépistages du cancer et du traitement des lésions précancéreuses, c'est-à-dire avant d'atteindre le stade de cancer. C'est la gratuité de la planification familiale depuis le 1er juillet 2020. C'est autant de choses qui font l'ensemble de la gratuité. Et quand on dit gratuité, il y a quelqu'un qui paie à côté. Donc l'État se positionne en tiers payant pour épargner les dépenses en santé des ménages. Effectivement, les dépenses en santé des ménages sont passées, le paiement direct des ménages sont passés de 36,2% en 2015 à 31,7% pour une norme attendue de l'OMS inférieure à 20%. Mais nous ne désespérons pas. Avec l'opérationnalisation continue de l'assurance maladie universelle, je pense qu'on pourra atteindre rapidement et en tout cas à terme
c'est 20%. Aujourd'hui, Madame la Ministre, on parle de rupture des médicaments dans les formations sanitaires. Qu'est-ce qui explique cela? Vous avez demandé le poids de la gratuité et je m'apprêtais à vous dire que ces prestations gratuites ont coûté près de 120 milliards à l'État burkinabé et pour que la mortalité soit réduite. Aujourd'hui, la mortalité liée au paludisme passe de 2,7% en 2015 à 1,4% en 2020. Je pense que c'est des retombées positives qu'il faut saisir. Le taux de décès maternel pour 100 000 naissances passe de 134,6 en 2015 à 117 en 2018. C'est vrai, je vous ai donné un panier constitué de plusieurs services et c'est les médicaments qui posent problème. Ces médicaments posent problème parce que aussi c'est des hommes qui gèrent ces médicaments. C'est des hommes qui gèrent ce volet et qui dit action de l'homme, ça ne peut pas être parfait à 100%. Il y a des insuffisances. On ne peut pas dire qu'il y a des malversations automatiquement. Je ne pense pas que dans tous les cas, il s'agisse de malversations. Il s'agit d'insuffisance de gestion. Ce n'est pas des problèmes d'approvisionnement en médicaments? Et il y a des problèmes d'approvisionnement en médicaments. Vous savez, pour le suivi du contrôle de la gratuité des soins, nous avons engagé des ONG nationaux et des ONG internationaux pour nous accompagner afin de mettre en exergue les insuffisances, les difficultés pour qu'on essaie de les corriger. Je dis le ministère de la Santé s'est engagé dans une dynamique de correction continue pour améliorer les choses. Et il y a des problèmes de disponibilité parce qu'il n'y avait pas assez de dépôts maigres. Et nous avons construit les dépôts maigres justement pour essayer de pallier un peu à ces insuffisances-là. Parce que quand il n'y a pas de dépôts maigres, où on peut garder les médicaments, et si on commande au jour le jour, au mois par mois ou semaine par semaine, il y a des moments où il y aura des ruptures. C'est vrai, nous suivons les médicaments tracés, les médicaments essentiels, pour essayer de voir quel est le problème. Et pour aller dans l'évolution positive, nous travaillons avec la CAMEC pour tracer le médicament jusqu'au dernier kilomètre. C'est pour vous dire que nous sommes dans la dynamique de l'amélioration continue. Nous sommes conscients des insuffisances et nous voulons améliorer ces insuffisances-là. Merci. Alors, Madame la Ministre, la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants âgés de moins de 5 ans apporte un grand soulagement aux populations, bien sûr. Alors, cependant, elle porte en elle des germes de dysfonctionnement dans les formations sanitaires, disons-le ainsi. Le personnel qui avance donc cela justifie leurs propos du non-remboursement des dépenses liées donc, à cette politique de santé. Qu'est-ce qui explique cela? Et j'ajoute que depuis bientôt 8 mois, aucune formation sanitaire n'a été, en tout cas n'a reçu de remboursement des dépenses liées donc, à cette politique de santé. Qu'est-ce qui explique cela? Merci Stéphane, mais je vais vous demander de nuancer un peu parce qu'on vient de signer il n'y a pas longtemps des chèques de remboursement. Il y a un retard, certes, pour le remboursement parce qu'il faut que les formations sanitaires justifient les actes qu'ils ont posés avant que l'État ne procède au remboursement. Et puis, nous avons eu des régulations budgétaires qui ont fait que le panier de la gratuité a pris un coup. Mais nous travaillons en tout cas avec le MINEFIT pour corriger les choses. Nous sommes conscients, si on y prend garde, on peut bloquer les activités des formations sanitaires. Mais nous travaillons à corriger ça au fur et à mesure. Et c'est par trimestre que le virement est fait. Et donc, on vient de faire le virement il n'y a pas très longtemps. Madame la ministre, il y a aussi la question de la gratuité de la planification familiale. Effective, vous l'avez dit, depuis le 1er juillet, si je ne m'abuse, de cette année. Alors, déjà, quel est le point qu'on peut en faire? Parce que l'objectif qui était fixé en 2015, c'est de réduire l'indice synthétique de fécondité de 5,4 à 4,7. Voilà. Quel est le point qu'on peut en faire aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une mise en œuvre tardive quand on avait fixé un objectif depuis 2015? Oui, c'est vrai. Et on ne peut pas dire que c'est une mise en œuvre tardive parce que chaque année, on a fait 2 semaines par an de gratuité de la planification familiale et ce qui a permis de booster quand même le taux de prévalence le taux de prévalence contraceptive de 25% en 2016 jusqu'à 31% environ de nos jours. Et les projections en 2020, c'était 31,3%.
mais avec cette gratuité, on espère pouvoir atteindre. L'indice de fécondité, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel est l'indice de fécondité, d'autant plus que l'indice de fécondité est révélé grâce à une enquête populationnelle. Et on n'a pas pu faire l'enquête depuis 2015 où l'indice était à 5,4%. Et avec l'utilisation continue, la prévalence continue de l'utilisation des contraceptifs, nous espérons que nous allons réduire cet indice de fécondité. Mais je peux vous dire que c'est essentiellement, si on fait des projections empiriques, on peut dire qu'on est autour de 4,7 enfants par femme et par an. D'accord. Madame la ministre, qui parle de cet aspect, parle des pesanteurs. Alors, comment vous prenez en compte cette question de pesanteur dans la politique de planification familiale? Nous avons une stratégie d'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né, et associée à la nutrition. Et donc, dans cette stratégie, nous mettons tous les acteurs face à leurs responsabilités. Nous demandons la collaboration de tous les acteurs. C'est ainsi que nous travaillons avec le ministère en charge de la famille et nous avons pu mettre en place des stratégies comme l'école du mari, où le mari accompagne la femme pour écouter les sensibilisations sur la santé sexuelle et reproductive. Et il y a eu des études qui ont été également menées et on s'est rendu compte que lorsqu'on propose une méthode contraceptive à la femme seule, le taux d'utilisation est très faible. Quand on propose au mari seul, le taux d'utilisation est très faible. Et l'idéal, c'est de proposer aux deux à la fois. Donc, c'est des stratégies que nous continuons à mener et en mettant également l'accent sur la sexualité des jeunes. Et à Tankodogo, ici, on a fait QG Jeunes avec l'ambassade de Belgique, le projet Enabel, pour que tous les acteurs puissent être impliqués dans cette santé maternelle et reproductive. Alors, Madame la ministre, on va évoquer à présent la réalisation d'infrastructures sanitaires dans notre pays. Là également, le gouvernement était très attendu. Beaucoup de promesses ont été faites. Sur la période 2018-2020, le gouvernement a ainsi, en tout cas, promis d'accélérer le rythme de réalisation des investissements, avec notamment la construction et l'équipement de 15 nouveaux hôpitaux de district et de 15 nouveaux CMA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Madame la ministre? Le chef de l'État, dans la mise en œuvre de son programme, a souhaité des soins de santé et des services de santé de qualité pour tous les Burkinabés, en toute équité. Et donc, il faut développer, quand on dit disponibilité, c'est disponibilité en infrastructure, disponibilité en équipement, disponibilité en ressources humaines. Donc, nous avons engagé des réformes institutionnelles portant sur la fonction publique hospitalière. Et il faut la disponibilité en infrastructure et l'État burkinabé a construit avec l'engagement des partenaires et des collectivités locales environ 190 CSPS. C'est engagé dans un vaste programme de transformation des CSPS, des communes en centres médicaux. Nous avons pu transformer 32 CSPS parce que le projet avait été, à l'évaluation, le projet n'avait pas tenu compte de certains aspects, de certaines réalités sur le terrain. Et nous sommes en train de réécrire le projet. Et nous avons également pu normaliser. Normaliser, ça veut dire compléter des dispensaires qui n'avaient pas de maternité, qui n'avaient pas d'incinérateur, qui n'avaient pas d'énergie solaire, qui n'avaient pas de forage, qui n'avaient pas de latrine, qui n'avaient pas de logement. En tout cas, bref, nous avons pu, qui n'avaient même pas de dépôt mec. On vient de parler de la disponibilité des médicaments et nous avons pu normaliser 303 CSPS. Nous avons la transformation des 13 CHR en CHU. Oui, il y avait la transformation des 13 CHR en CHU. Vous savez, le Burkina Faso, depuis l'entame du mandat de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, devait faire face à des défis immenses. Il y a le défi sécuritaire qui nécessite une nouvelle répartition des ressources, accordant une part plus belle au niveau de la sécurité et de la défense. Il y a également le front social qui a été très, très important et qui a nécessité qu'on réattribue des ressources au niveau
des charges salariales, des charges en dire que personnel. l'objectif n'est pas atteint, Madame la ministre, Et concrètement. l'objectif n'est pas totalement atteint, mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas atteint. Il n'est pas totalement atteint parce que nous avons transformé on a deux CHU, le CHU de Bogdogo, le CHU régional de Waïguia et le CHU régional de Dédougou est en finalisation. Nous avons également le CHR de Zignaré qui a été conçu sous forme de CHU. Il reste à compléter certaines infrastructures et on aura un CHU. Il y a des démarches en cours pour finaliser le financement du CHU régional de Fada et celui de Gawa est en recherche de financement. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas totalement atteint. Quelque chose est fait. Ce n'est pas un terrain vierge, quelque chose est fait. Nous continuons. Le développement, vous savez, n'est pas statique, il est continu. Donc, permettez-nous de continuer au fur et à mesure la mise en œuvre de nos promesses. Sur ce point, vous avez promis également la construction et l'équipement du CHU de Bassenko et de Bobo-Dioulasso. J'ajoute même pour Waïguia. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation? Tous ces deux dossiers évoluent positivement. Waïguia, il reste quelques dispositions à finaliser. Nous avons inauguré un centre de référence de néphrologie et d'hémodialyse il n'y a pas longtemps au niveau du CHR régional de Waïguia. Il y a des infrastructures à compléter. Et au niveau du CHU de Bachenko, nous avons eu des entretiens avec les locataires du terrain et nous sommes en train de finaliser. Sous peu, vous allez voir que les choses, en tout cas, ça bouge. Ça bouge. J'ai reçu ceux qui occupaient le terrain pour leur demander de bouger et de nous permettre de pouvoir commencer les travaux. Zapsonre Bourema. Bonsoir, Madame la Ministre. Merci beaucoup pour cette initiative qui nous a permis vraiment de comprendre certaines questions sur la santé. Alors, certainement, vous avez parlé de la gratuité des soins. Alors, dites-nous, Madame la Ministre, en quoi consiste exactement cette gratuité, en tout cas pour ce qui concerne les soins des patients? La gratuité des soins visait plusieurs objectifs, notamment l'équité. Vous savez, les personnes les plus vulnérables, c'est les enfants, c'est les femmes, surtout les femmes enceintes. Et en prenant en charge les enfants et les femmes enceintes, ça permet de réduire la mortalité dans cette frange-là. Et tenant compte de l'équité également, il faut s'intéresser à la santé des personnes âgées, surtout des personnes indigentes. Et donc, nous avons commencé par la gratuité des soins au niveau des enfants pour réduire la tension de charges financières des ménages en matière de santé. Et on a senti que l'argent, le financement de la santé par les ménages a diminué. Et si ça a diminué, ça permet, puisque l'État paie à la place des ménages, et ça permet de réinjecter cet argent dans l'économie en essayant de faire en sorte que les ménages se portent bien, que les enfants se portent bien, que les femmes se portent bien et que les maris puissent utiliser cet argent pour développer la famille et non se développer. On leur demande de développer la famille. Madame la ministre, Donc, on l'a bien compris. Alors, on va aborder un dernier point dans cette émission parce que le temps, en tout cas, qui nous est imparti est presque fini. La question de l'équipement, parce que vous avez parlé de construction. Il est bien beau de construire, mais il faut également des équipements. Et là, c'est également l'un des talons d'Achille de notre système sanitaire. Alors, quel est le bilan qu'on peut faire en la matière en termes d'équipement? Je vous remercie. En termes d'équipement, l'État burkinabé fait des efforts pour équiper les formations sanitaires. Et dans la recherche de solutions pour résoudre cet épineux problème lié aux équipements des formations sanitaires, l'État burkinabé a créé une société, la Sogemabe. Et la Sogemabe doit accompagner l'État burkinabé dans l'équipement et dans la maintenance. Mais nous rencontrons toujours des problèmes. Donc nous sommes à la recherche continue de solutions face à ces problèmes d'équipement et de maintenance qui vont de pair. Et l'État a équipé les hôpitaux, surtout les centres de référence, en l'imagerie. Je parle de l'imagerie que je connais. L'État fait des efforts. L'État a contracté
un nouveau modèle économique d'équipement et le leasing avec mise à disposition des réactifs. Depuis 3 ans, ça s'est bien passé avec des automates pour analyser le sang, ça s'est bien passé. Et du coup, on essaie de voir si on ne peut pas reproduire ça au niveau des autres équipements. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour que le problème de maintenance également puisse être résolu. Parce que la maintenance préventive coûte assez cher pour les formations sanitaires. Donc, beaucoup de formations sanitaires ne s'inscrivent pas dans la dynamique de maintenance préventive et c'est la maintenance curative. Et au moment où il faut faire la maintenance curative, l'appareil est en panne et donc c'est ce qui explique les nombres. Combien de respirateurs avons-nous au Burkina Faso? Vous avez bien posé la question des respirateurs. Nous avons 96 respirateurs, mais nous avons 100 lits de réanimation. Parce que le lit de réanimation, c'est un ensemble. Il y a le respirateur, il y a l'ergonomie du matelas même, du lit. Il y a tous les appareils pour surveiller le patient, pour surveiller les paramètres du patient. Donc, vraiment, le lit, c'est quelque chose de très, très complet. Et nous avons 100 lits que l'État burkinabé a consenti à acquérir avec la maladie à Covid-19. Une question est d'avoir de l'équipement, mais une autre est de les entretenir. La question de maintenance revient à plusieurs reprises. Et les lits viennent d'arriver après que je me sois fait lyncher en disant pourquoi vous avez commandé des lits qui tardent. Les lits sont là. Les lits sont là. Et les lits sont arrivés, déjà on entend également quand même des reproches. On dit que ce n'est pas adapté, que voilà, il y aurait déjà des problèmes. Est-ce que... Emmanuel, qui dit que ce n'est pas adapté? Parce que le ministère n'a pas commandé les lits. Le ministère a commandé les lits sur la base des spécifications faites par les utilisateurs, les réanimateurs. Et c'est tout ce qu'ils ont donné comme spécification qu'on a fait. Donc, je n'ai pas entendu un seul réanimateur dire que les lits ne sont pas adaptés. Je n'ai pas entendu. C'est vrai, à Bobo, quand on est parti pour mettre en place les lits, pour brancher les lits, il y avait une fluctuation de pression au niveau de l'arrivée de l'oxygène. Mais il faut travailler à rendre la pression constante parce que comme c'est des appareils hypersensibles, vraiment c'est des appareils, j'allais dire, assez récents, donc c'est hypersensible, très électronique. Donc il faut travailler à rendre constant la pression au niveau de l'oxygène. Mais sinon, nous avons... La toute dernière question, Madame la ministre, pour finir. Certains agents de santé, jusqu'à présent, attendent toujours leur reversement, le détachement, des paiements des indemnités, dans le cadre, bien sûr, de la fonction publique hospitalière. On s'en voudrait de ne pas vous poser la question. Alors, quand est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Merci beaucoup. Rien qu'hier, à Ouarglaï, j'ai eu un entretien avec les agents de santé. Bon, on s'est rendu compte qu'il y a des agents de santé qui ont eu leur reversement, mais qui ne le disent pas. Il y a deux épisodes. Détachement, reversement, bon, tout ça c'est complexe, mais il y a le reversement dans la fonction publique hospitalière qui donne des subsides. Il y a également les indemnités liées à cette fonction publique hospitalière. Il y a un problème de paramétrage qui a fait que nous avons traîné un peu, mais sinon, depuis 1 an, le service des ressources humaines travaille d'arrache-pied pour que ce reversement puisse être possible. Je pense qu'on a reversé au moins 2/3 du personnel et les indemnités, il y en a qui ont déjà commencé à recevoir leurs indemnités. Quand on m'a posé la question à Ouarglaï, la situation dépeinte était catastrophique, mais quand on a donné les informations, tout en leur demandant de nous accompagner auprès des acteurs, il y a des acteurs qui prennent, qui ne disent pas qu'ils ont pris, il y a des acteurs qui ont leur situation administrative en retard, et tant qu'on n'a pas corrigé ces situations administratives, on ne peut pas avancer. Vraiment, c'est un travail en commun, c'est un travail d'accompagnement de tous les acteurs. D'autant plus qu'à un moment donné, j'ai souhaité que tous les représentants, les partenaires sociaux puissent participer au processus pour voir comment c'est dur. Parce qu'il faut paramétrer, il faut reverser aussi GASPE. En tout cas, eux-mêmes, ils ont participé, ils ont vu, mais j'encourage les agents des ressources humaines à continuer. Je les félicite pour ces résultats d'étape et je les encourage à aller davantage pour que chacun puisse avoir gain de cause dans cette fonction publique hospitalière. Mais qu'au finish, ce soit le malade qui soit gagnant. Parce que c'est une réforme pour assurer la continuité des soins en tenant compte de la charge de travail du personnel et de la motivation du personnel. Donc c'est tout un ensemble. Je souhaite que chacun sorte gagnant dans l'affaire.
Professeur Claudine Lougué, ça va être le mot de la fin. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre disponibilité. Merci, pour Emmanuel, cette c'est moi. émission Dialogue avec le gouvernement depuis Tenkodogo, que j'ai eu plaisir à animer avec mon confrère Stéphane Kodjo Ayik-Beyon, donc de la radio LPC Tenkodogo. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission s'arrête là. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement.